Bonjour à tous, et je voudrais d'abord exprimer ma gratitude aux organisateurs et surtout mon bonheur et plaisir d'être avec les trois intervenants que je connais bien, dont je connais les travaux, et je suis très honorée d'être entourée de mes trois amis ici présents. Le point qui nous réunit, c'est surtout la traduction et le rôle de la traduction dans les sciences humaines. On ne peut effectivement pas laisser de côté la traduction. Elle est au cœur de la communication entre les gens, entre les peuples, entre les cultures et les civilisations. On ne peut pas imaginer un échange sans les traducteurs. Je ne sais pas si les deux, l'égyptologue et l'égyptienne qui sont là peuvent me le confirmer, mais on dit que les traducteurs dans la cour des pharaons avaient le titre de prince, tellement leur rôle était considéré comme important dans les échanges. Sinon, sans les traducteurs, sans la pierre de Rosette, sans les tablettes d'Ibla en Syrie et les Assyriens, les Phéniciens, il n'y aurait pas eu d'échange. Nous avons pris, le monde arabe a pris beaucoup à la Grèce et à la philosophie, à la culture grecque par le biais de la traduction, et par le biais de l'arabe, ça a été transmis aussi dans d'autres civilisations, dans d'autres langues. Donc la traduction est au cœur du travail sur les sciences humaines. Moi-même, je m'intéresse beaucoup à la littérature en tant que thème et en tant que traductrice. Et je considère que la littérature est partie intégrante et essentielle de la culture et de l'échange entre les peuples. Nous avons un peu interverti le processus d'intervention et nous commençons avec Monsieur Richard Jacquemont, parce qu'il va faire une présentation historique de la traduction de l'arabe vers l'arabe et de son travail pertinent dans le domaine de la traduction et des sciences humaines. Richard Jacquemont est un important professeur de littérature arabe et traducteur, et à l'IREMO d'Aix-en-Provence. Merci. Merci, Rania. Donc, oui, j'ai choisi de... Merci au CAREB de cette invitation. C'est un bonheur d'être ici. C'est la première fois dans ma carrière que j'ai la chance de me trouver au Collège de France, et donc avec le public du Collège de France aussi. Mes excuses d'abord pour n'avoir pu assister à la journée d'hier, mais bon, de toute façon, j'aurais pas pu venir mardi, il n'y avait pas de train. Donc, moi, je m'intéresse de longue date à la question de la circulation des textes et des savoirs vers et depuis le monde arabe. Et j'ai pensé que c'était intéressant, pour faire un point sur la situation actuelle du point de vue des sciences humaines et sociales, de partir de l'angle d'attaque des politiques de soutien à la traduction. Parce que dans ce domaine, historiquement, la traduction a toujours fleuri, en gros, dans les périodes où il y a une prise de conscience dans des élites politiques et intellectuelles de la nécessité de mettre le paquet sur la traduction pour faire bouger les choses. Que ce soit dans le grand mouvement de traduction du début de la période abbasside, entre 750 et 850 de l'ère chrétienne, qui, il faut toujours le rappeler, historiquement, c'est à l'époque le plus important mouvement de traduction qui est connu, qui a eu lieu dans l'histoire humaine, à cette époque-là, du grec, du syriaque, etc., vers l'arabe. Et mouvement de traduction dans lequel
naît la langue arabe et la science arabe ancienne, et la langue est transformée. Et ensuite, idem, dans la période de la Narda, entre 1850 et 1830 et 1900 et quelques, l'arabe connaît une deuxième transformation, la langue arabe connaît une deuxième transformation grâce à travers un mouvement de traduction très très important. Et à chaque fois, il y a une action commune, concertée des élites politiques et intellectuelles pour faire bouger les choses dans ce sens. Et actuellement, au tournant du millénaire, on peut dire qu'on a un petit peu un troisième mouvement un petit peu équivalent qui semble en train de se produire. Les choses démarrent avec un texte très fameux dans les milieux intellectuels arabes, qui est le rapport sur le développement humain arabe du programme des Nations Unies pour le développement de 2003, qui intitulé Construire une société de la connaissance, et qui fait une critique extrêmement sévère de l'état de la traduction arabe à ce moment-là, avec des chiffres et des affirmations tout à fait excessives qui ont été beaucoup critiquées, à commencer par moi-même à l'époque. Donc ça date de 20 ans exactement maintenant, en disant que les Arabes, depuis justement l'époque abbasside, n'ont pas plus traduit de livres que l'Espagne ne traduit de livres en une année, etc. Des choses tout à fait excessives, basées sur des chiffres, des mauvaises statistiques liées au fait qu'en fait, on a de très mauvaises statistiques sur la production éditoriale arabe, en particulier dans le pays qui produisait à l'époque, qui continue de produire largement beaucoup de traductions, qui est le Liban. Le Liban n'a pas de dépôt légal, et donc on savait, jusqu'à présent, on sait très très peu, très très mal. On a une idée très difficile de se faire une idée précise de ce qui se publie au Liban, alors que c'est un des principaux pôles de l'édition arabe. Bref, ce qui est intéressant dans l'histoire de ce rapport, c'est qu'en fait, en 2003, il intervient à un moment où, alors il tire la sonnette d'alarme à un moment où les choses ont déjà commencé à bouger. C'est-à-dire que, avec deux institutions importantes qui se mettent en place justement dans ce qui sont, à l'époque, sur tout le XXe siècle, les deux pôles principaux de l'édition arabe, c'est-à-dire Le Caire et Beyrouth. 1995, c'est le lancement par les autorités égyptiennes, ministère de la Culture, de ce qui s'appelle à l'époque le projet national de traduction, le Mashroua al-Qawmi lit-Tarjama, et dont l'objectif affiché est de publier le plus vite possible 1000 livres, parce que ça reprend une thématique et un slogan qui avait été lancé à l'époque de nassérienne dans les années 50, à l'époque de la récupération de la souveraineté nationale et du développement, donc dans une logique très développementaliste et volontariste de relancer la traduction. Donc ce projet de 1000 livres en 1995, donc, et 5 ans après, 2000, création de l'Organisation arabe de la traduction à Beyrouth, qui est créée à la marge une organisation un peu satellite à côté d'un centre. Aujourd'hui, en sciences sociales, on appellerait ça une GONGO, une Governmental Non-Governmental Organization, le centre d'études de l'unité arabe, qui était donc une organisation créée en 1975 à Beyrouth, dirigée par un intellectuel irakien, et autour de laquelle ont gravité pas mal d'intellectuels, de social scientists arabes, toute une génération, voire plusieurs générations d'intellectuels arabes de la fin du XXe siècle, et donc se crée en 2000 avec un financement, un don d'un homme d'affaires irakien,
basé en Grande-Bretagne, qui donne $1 million, et l'Organisation arabe de la traduction, qui, alors deux projets totalement différents. L'Organisation arabe de la traduction et le projet égyptien, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment deux modèles extrêmes de comment on investit ce domaine. Les Égyptiens, c'est vraiment le projet pharaonique. Il faut faire beaucoup de livres en peu de temps. L'idée, c'est aussi de montrer au reste du monde arabe que l'Égypte est toujours en position de leader dans ce domaine intellectuel. Le projet est dirigé par un intellectuel égyptien qui a été placé, qui occupe à ce moment-là dans la politique culturelle égyptienne, qui est vraiment chargé de cette mission de redonner à l'Égypte, dans les années 90 et 2000, d'en refaire un hub un peu pour les écrivains, traducteurs, intellectuels arabes, qui s'appelle Gaber Asfour, qui sera ensuite ministre de la Culture et qui est décédé récemment. Donc on est vraiment dans cette logique très très égyptienne de projet étatique où la quantité prime un peu sur le reste. Et alors ils font des très belles choses, mais comme c'est publié par une administration, en gros, les livres sont assez mal édités, ne sortent pas, sont très très mal diffusés. Le projet libanais, c'est un peu l'inverse. Beaucoup moins de livres, très très peu de livres, mais un choix très bien fait, avec à la faveur de cet aréopage d'intellectuels arabes qui gravitent autour de ce centre de l'unité arabe. Et l'animateur de ce projet, sociologue tunisien Tahar Labib, pose un cadre de fonctionnement qui va donner des résultats assez remarquables, qui fait que aujourd'hui, 20 ans après, c'est les quelques... Bon, il y a 200-250 titres qui sont parus dans cette collection. Ça reste... Bon, il y a à boire et à manger, forcément, tout n'est pas du même niveau d'intérêt, mais il y a quand même des traductions remarquables qui ont été faites dans cette collection. Et il a posé un standard vraiment qui n'existait pas avant lui dans l'édition arabe. Et il a bénéficié aussi là, du savoir-faire d'un ensemble de professionnels libanais qui, un peu au contraire des Égyptiens du centre du projet national de traduction égyptien, là, eux, au contraire, savent éditer des livres de qualité et savent les diffuser. Et les livres se diffusent bien. Alors voilà, donc on a deux projets. Mais donc on voit là, vous voyez que donc au tournant du millénaire, en fait, les choses ont bougé et la traduction arabe n'est pas du tout dans l'état déplorable dont se lamentait le fameux rapport de 2003, et qu'il se publie beaucoup de traductions arabes, mais ça va devenir ensuite on a une progression exponentielle. Alors, c'est très difficile de connaître l'état de l'édition arabe parce que il y a des livres qui paraissent dans plus de 20 pays, chacun avec son propre système ou absence de système de compilation des publications, etc. Mais par chance, on a une institution à Casablanca, la fondation du roi Abdelaziz Al Saoud pour les sciences humaines et les études islamiques, qui fait un travail absolument remarquable depuis le milieu des années 90 de collecte, de recension, d'achat de tout ce qui paraît dans le monde arabe, en particulier justement dans les sciences humaines et sociales, et en particulier ils s'intéressent beaucoup à la traduction et ils achètent toutes les traductions qu'ils trouvent. Et
ils ont une base de données, ils ont construit une base de données tout à fait remarquable des traductions arabes dans les domaines des sciences humaines et sociales, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et d'où où on voit que, alors on peut interroger cette base de données par année de publication. Il y a 25 000 notices sur cette base de données actuellement, à peu près. Sur ces 25 000, en gros, donc vous avez 10 000 livres qui ont été publiés entre 2010 et 2019, moins de 6 000 dans la décennie précédente et moins de 3 000 dans les années 90. Vous voyez un peu là, vraiment on a une progression exponentielle. Alors, qui s'inscrit dans une dynamique générale de croissance de la production des livres dans le monde arabe et en particulier dans les pays qui étaient auparavant en marge du marché de l'édition, c'est-à-dire le Maghreb et la péninsule arabique, où l'édition explose vraiment à partir du tournant du millénaire. Mais ça va aussi donc avec une évolution des pratiques professionnelles. Et par exemple, un bon indicateur de cette évolution, il faut que je regarde le temps. Combien de temps il me reste, Rania? Je sais pas. Bon, ça va. Ah oui, truc. Ah, je suis à 13 minutes, ça va, c'est tranquille. Bon indicateur, c'est de l'évolution, de l'amélioration des pratiques professionnelles, c'est le recul d'un phénomène qui était un peu une plaie dans l'édition arabe de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est les retraductions. C'est-à-dire qu'on retraduisait, vous aviez plusieurs fois le même livre qui était traduit au Caire, à Beyrouth, parfois même 2 fois dans le même pays. Et donc vous aviez plusieurs traductions concurrentes du même livre pour la bonne et simple raison que les éditeurs arabes ne passaient pas d'accord de cession de droits avec les éditeurs originaux. Donc chacun se servait librement dans la production mondiale. Et donc, puisque chacun se servait librement, quand il y avait un livre intéressant qui sortait, c'était un peu la course, et il y avait plusieurs traductions qui étaient lancées, et plusieurs traductions concurrentes du même livre se retrouvaient sur le marché. C'est quelque chose qu'on voit toujours, mais beaucoup moins, parce que, justement, de plus en plus, depuis le tournant du millénaire, les éditeurs arabes achètent les droits et donc ont des droits exclusifs pour publier telle ou telle traduction. Et une des raisons de la diffusion de cette bonne pratique, si on peut dire, bon, c'est pas encore, je vous rassure, tout n'est pas encore rose, mais en tout cas, il y a un réel progrès qui est perceptible là-dessus. Et une des raisons de la diffusion de ces bonnes pratiques, c'est justement que les acteurs qui donnent le là, c'est des acteurs publics ou parapublics, comme en tout cas ces acteurs des grands projets de traduction qui sont apparus sur la scène arabe depuis le tournant du millénaire, donc que ce soit le projet de traduction égyptien, l'Organisation arabe de la traduction à Beyrouth, et puis d'autres arrivent derrière, et en particulier dans la péninsule arabique, puisque désormais, justement, à partir du tournant du millénaire, c'est là que se déplace le centre de gravité. Alors, pas forcément de la consommation de biens culturels arabes, mais en tout cas de leur production et de leur financement. Et donc, à la suite du modèle un peu lancé par le projet égyptien et l'Organisation arabe de la traduction de Beyrouth, on va voir fleurir diverses initiatives du même type dans différents pays de la péninsule arabique. Et là, alors, c'est intéressant de voir aussi que ça se situe dans une logique qui n'est pas absente du projet égyptien, comme je l'ai mentionné, mais là, qui est vraiment beaucoup plus évidente du côté des pays du Golfe, une logique de ce qu'on appellerait diplomatie culturelle en anglais, de soft power, et qui est assez ancienne dans la région. Hein. Le premier à avoir fait ça massivement, dans les années
70 et 80, c'était le Koweït qui, dont tous les lecteurs arabes connaissent ces collections publiées par un organisme public koweïtien, mais qui était très très bien diffusée dans le monde arabe, cette collection qui s'appelle Alam el-Marifa, le monde de la connaissance, où paraissaient beaucoup de traductions. Et beaucoup de monde dans les pays arabes a lu ces livres qui étaient disponibles pour très très peu cher en plus, il y avait parfois des livres très très bien traduits, des livres assez fondamentaux. Et donc, dans les années 2000, enfin les 20 dernières années, donc, on a vu fleurir quelques initiatives de ce type. Une qui est assez réussie là aussi, parce que je la mentionne aussi, c'est celle du Bahreïn qui vient de se terminer. Alors eux, ils ont Taher Labib à Beyrouth est parti, a quitté l'Organisation arabe de la traduction en 2011, rappelé par sans doute, il voulait voir ce qui se passait en Tunisie à l'époque, on peut le comprendre puisqu'il est tunisien. Mais bon, rapidement, il retourne à ses amours, ses premiers amours de traduction. Il est sollicité par le Bahreïn pour diriger, superviser un projet de traduction dans lequel sont parus 50, alors là ils viennent de finir, 50 ouvrages de sciences humaines et sociales dans sciences du langage, histoire, histoire de l'art, sociologie, anthropologie, et très très beau programme, limité à 50 titres, mais avec, bon, il a repris son équipe béroutine, plus ou moins, et ils ont fait vraiment un très beau travail. Plus proche avec des façons de travailler plus proches des Égyptiens, le projet Kalima à Abu Dhabi, où beaucoup de quantité, pas toujours la qualité qui ne suit pas toujours, mais enfin beaucoup de livres. Alors, bon, je passe rapidement dessus parce que il est plus côté littérature que côté sciences humaines et sociales. Et puis, dernièrement, un projet, les Saoudiens viennent de lancer un truc qui s'appelle Initiative Tarjim, dans lequel paraissent des très belles traductions de sciences humaines et sociales, de l'anglais, du français, d'autres langues aussi. Et alors là, très réussi parce que c'est la première fois, à ma connaissance, que là, l'autorité publique finance des traductions qui sont publiées par des éditeurs privés. Et donc, c'est pas l'organisation elle-même qui, comme l'OAT ou au Caire, etc., le projet qui publie eux-mêmes, ou à Bahreïn, c'est pareil, c'est eux-mêmes qui publient leurs traductions. Là, l'État saoudien, l'organisme de la culture saoudien qui a mis en place ce projet, donne l'argent aux éditeurs privés pour publier ça, ce qui est une façon de travailler qui ressemble beaucoup plus à ce qui se fait chez nous, par exemple, en France, au CNL, et qui me semble beaucoup plus sain par rapport au marché de l'édition. Et ils font un travail intéressant. Et je conclue là-dessus aussi, sur... je vois que je suis à 20 minutes. Pour l'Arabie Saoudite, on est moins dans une logique de diplomatie culturelle que dans une logique de développer le marché national de l'édition et de la traduction, parce que l'Arabie Saoudite aujourd'hui est pas en termes de quantité pas en termes de quantité de livres, mais probablement en termes de masse financière, le premier marché du livre arabe. Donc, l'édition saoudienne, l'édition vraiment est florissante, très très intéressant à voir. Et pour conclure sur ces projets de traduction aussi, ce qui est tout à fait amusant et paradoxal, c'est de voir qu'il se traduit dans ces projets qui sont montés souvent, donc financés par des autorités publiques ou parapubliques dans des pays qui ont des régimes autoritaires, comme chacun sait. Mais il se traduit et il se publie des choses en traduction faites par des recherches en sciences humaines et sociales, dont
le ton, la nature, etc. sont telles qu'elles n'auraient pas pu être menées par des chercheurs nationaux dans les pays concernés. Mais que dans le cadre de la politique à la fois de prestige et de nécessité d'être en contact avec les tendances de la recherche en sciences humaines et sociales, il faut traduire ces choses. Mais évidemment, en termes de coûts politiques par rapport au contrôle de la production intellectuelle, ça coûte beaucoup moins cher de publier. Des choses tout à fait paradoxales. Vous trouvez en Arabie Saoudite une traduction financée par ce programme saoudien d'Alain Badiou. Imaginez un Badiou saoudien qui voudrait faire de l'Alain Badiou à Riyad, ça me paraît assez difficile. Voilà, je vous laisse réfléchir à ces choses et je m'arrête là-dessus. Merci pour cette belle présentation panoramique. Ce qui m'interpelle depuis toujours, c'est le lectorat arabe. Avec tous ces beaux projets de traduction, il y a les lecteurs qui manquent. Et deuxième chose, c'est le manque de coordination entre ces organismes de traduction un peu partout dans le monde arabe, que ce soit celle égyptienne, l'organisation de traduction ou celle du Maroc, parce que quelquefois le même livre est traduit par deux organismes, en fait, qui passent par deux organismes différents. Par exemple, 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez a été traduit 2 fois ou 3 fois dans 3 points différents dans le monde arabe. Merci. On passe maintenant à une époque beaucoup plus contemporaine. C'est la prise du pouvoir de la parole par les Arabes après les révoltes arabes. Donc c'est un peu plus actuel, disons. Merci beaucoup. Madame Lamis Azab est enseignante en sciences politiques, elle est traductologue aussi, donc elle est au cœur même de notre thématique. Merci beaucoup, Ustaz Rania. Je suis vraiment très, très honorée d'être à vos côtés aujourd'hui. Je n'oublie pas que vous avez été mon enseignante à Paris 3 Sorbonne Nouvelle, donc je suis ravie d'être présente. Je remercie l'organisation du CAREP. C'est un grand plaisir et un honneur pour moi d'être là aujourd'hui. L'organisation, la logistique, les interprètes en cabine. Je suis toujours très sensible à la traduction jusqu'aux détails les plus concrets. Mille merci. Et je me sens en même temps très impressionnée parce que je suis en présence de grandes personnalités, des personnes dont je lis le travail et qui me nourrissent chaque jour dans mon propre emploi à Sciences Po. Donc je suis à la fois enseignante et responsable pédagogique, responsable de programme. Je l'ai longtemps été à Sciences Po sur le campus Moyen-Orient Méditerranée à Menton pendant 11 années, où j'ai enseigné la langue arabe, la pensée politique arabe moderne de 1798 à 1967. Je fais écho à la présentation hier de Madame Kassab, mais aussi d'autres matières qu'on m'a confiées avec beaucoup de confiance, justement, dont une matière dont je vais parler, qui est celle qu'on a intitulée « Languages within Arab Revolutions ». Je reviendrai dessus en tant qu'expérience qui n'a pas duré, et c'est très intéressant de voir pourquoi. Donc j'ai travaillé à Menton, et depuis 2 ans, je suis donc à Paris, toujours à Sciences Po, responsable d'un programme en International Security, mais aussi d'une concentration au Moyen-Orient, d'une autre sur l'Asie, et donc j'essaie à la fois dans mon travail quotidien d'enseignement et de montage de maquettes, de propositions de cours, de rester fidèle à des valeurs et à des questions qui nous intéressent tous, qui depuis hier nous ont animés. La grande question centrale, et qui, vous allez très certainement être d'accord avec moi, se trouve au croisement entre le politique, le social, en tout cas les SHS comme on les appelle, et les langues et la traduction, c'est comment enseigner les SHS
lié au monde arabe, comme vous l'avez très justement mis au pluriel, et ça m'intéresserait, je ne sais pas si on s'est arrêté et si on a défini pourquoi ce pluriel de façon concrète pendant les différentes interventions, mais ça m'intéresserait d'en débattre peut-être plus tard, parce que même en traduisant ça en langue arabe, ça donne des choses assez intéressantes, l'awalem al-arabiyya, ou peut-être qu'il faut réfléchir autrement à la traduction, mais en tout cas, c'est très, tout ça me semble très bouillonnant d'intérêt. Et oui, donc comment enseigner les SHS liés aux mondes arabes en étant ancré dans un contexte non arabe, la France. Je vais partir de mon expérience personnelle, car elle a donné naissance à un projet de réflexion sur lequel je suis de plus en plus, je m'y intéresse de plus en plus, parce que je vois bien qu'il y a eu une évolution concernant le rapport à ces sciences humaines et sociales, et notamment depuis je cite Oustaz Aranya, puisqu'il y a effectivement une problématique liée à comment les appeler, ces mouvements sociaux. On a fini par les appeler un peu comme ça dans certains cours à Sciences Po, social movements, en essayant toujours de rester le plus neutre possible, le plus objectif possible. Est-ce qu'on peut aujourd'hui les appeler en français et en anglais Arab Revolutions, révolution arabe? Ça paraît tellement plus naturel en langue arabe, Sawrat al-Arabiyya, mais encore que, il y a une grande réflexion sur la désignation, et c'était le point de départ de cet enseignement Languages within Arab Revolutions. Je reviendrai dessus. Donc en gros, et pour ne pas ni me perdre ni vous perdre, je suis venue aujourd'hui vous poser une question qui me préoccupe au travail depuis un moment, qui est celle de savoir quelles sont ces langues dans lesquelles s'expriment les sciences humaines et sociales quand on enseigne, quand on est dans la circulation où on vise la transmission d'un savoir au sujet de quelque chose qui se passe sur le terrain, mais qui nécessite très certainement en fait des cadres conceptuels et conceptualisants pour pouvoir rendre plus intelligibles ces réalités. Et on se trouve du coup pris entre deux feux, celui de réfléchir sur les idées, les notions, les potentielles raisons pour lesquelles cette jeunesse s'est retrouvée dans la rue, dans les rues de différents pays des mondes arabes, mais de décrire également en même temps ce qui se passe sur ce terrain. Donc d'être capable de prendre une photographie, mais aussi de suivre sur la durée le film plus long de ce qui s'est produit, de ce qui continue de se produire, puisque ces mouvements, il me semble, sont encore en cours. Il me semble que ce n'est pas encore terminé. Des choses se passent encore dans tous les pays de la région. En tout cas, dans certains plus clairement que dans d'autres peut-être. Mais ça ne s'est pas arrêté. Et donc, comment faire pour représenter, reformuler à la fois ce côté très concret de l'action, le haraka, et comment le mettre en lien avec ce qui se passe derrière ou ce qui va venir après et qui fera partie de la réflexion ou de la pensée, el-fikr. Et il me semble un peu, comme l'évoquait un peu Madame Kassab hier, ça reste très compliqué de complètement déconnecter le fikr ou al-haraka, la pensée et l'action. C'est un peu pour ça que dans cette présentation aujourd'hui, j'ai insisté pour vous présenter un peu ma réflexion, qui est celle de dire que en déconnectant, en regardant un peu comment les révoltes, désolée, je les vois comme des révoltes quand même et des révolutions, je les appelle comme ça, en les regardant un peu d'un point de vue chronologique lorsqu'elles ont explosé, il y a eu ce moment, et encore explosé, on peut débattre, puisque depuis des années il se passait des choses, mais on ne les voyait pas, on ne les entendait pas. La première réaction sur un plan intellectuel visant à rendre intelligible, dans le contexte français que je connais, une réalité auprès d'étudiants dans un contexte universitaire, notamment celui de Sciences Po que je connais, première réaction, ça a été un flottement, une
incapacité à mettre des mots sur ce qui se produisait en vue de pouvoir simplement désigner. Et tout de suite, on s'est retrouvé projeté dans la problématique de comment conceptualiser. Avant même de décrire, on s'est retrouvé à essayer de placer et à mettre dans des cases des choses qui se passaient, qui étaient quand même plus importantes à grasp, à saisir, oui, à saisir avant de commencer déjà à plaquer des idées. On a utilisé cette expression hier, le plaquage des idées et des concepts étrangers sur des réalités qui se passent sur un terrain différent. Et là, déjà, on est plein dans la problématique de la traduction. Ça va toujours être une pensée qui a été produite ailleurs, dans une langue, culture différente, pour pouvoir la reproduire et la replacer pour qu'elle corresponde à une réalité, à une haraka sur un terrain différent. Tout le travail qui s'est fait dans ce moment de flottement est intéressant tout de même, parce qu'on a eu une polyphonie dans différentes langues. On peut le confirmer aujourd'hui. La communauté des étudiants que j'ai pu connaître à partir de 2009 et jusqu'à ce jour à Sciences Po, à l'Université de Nice, à la Sorbonne, à l'ESIT, l'École supérieure des interprètes et traducteurs, le confirme. Il existe des écrits en SHS dans toutes les langues du monde au sujet de ce qui s'est produit dans le monde arabe, mais il n'y a aucune unité dans la façon de représenter ces mouvements jusqu'à ce jour. Et si on s'intéresse aux deux langues qui restent quand même présentées comme étant les langues du savoir par excellence dans les universités occidentales, l'anglais et le français, on peut voir cela aussi. C'est à peine si on commence, il y a très peu de temps, à se détacher de ces logiques un peu ancrées dans le cadre occidental, des logiques duelles d'échec ou de réussite de ces mouvements, et qu'on commence à réfléchir de façon différente en faisant un peu plus confiance à des chercheurs sur place qui viennent de ces pays aussi, qui ont étudié, qui n'ont pas seulement participé, qui n'ont peut-être pas participé, mais qui ont en tout cas réfléchi sur ce qui s'est produit et qui ont proposé des façons de représenter cette réalité selon des logiques différentes. Et on le disait hier, il me semble que c'était Sari Hanafi qui l'avait présenté. J'ai adoré la logique de knowledge produced but not used. On est en plein dedans, notamment en matière d'enseignement. Et c'est très dommage. Et pour pouvoir construire un cours sur, par exemple, les jeunesses arabes aujourd'hui, post-révolution, un cours qui serait fabuleux, j'arrive pas à le mettre en place à Sciences Po. Si des personnes sont intéressées, je vais aussi faire de la promotion pour ma maquette. Eh bien, ce cours-là ne prend pas. On n'arrive pas à le mettre en place, et on n'arrive pas à le construire à partir de voies différentes. Les lectures à faire qu'on proposerait dans le syllabus de ce cours, malheureusement, ne permettent pas de faire appel à ces sociologues ou ces chercheurs du monde arabe, des mondes arabes, qui produisent probablement peut-être en langue arabe, mais qui sont jeunes et qui maîtrisent très bien aussi d'autres langues, et qui pourraient écrire dans ces langues aussi. Donc on aurait besoin de ces politiques de soutien aux traducteurs, aux sociologues et chercheurs pour pouvoir mettre ça en avant. On aurait besoin de coordination pour faire ça, sans que la compétition et la concurrence, dont on a l'habitude malheureusement dans certains contextes, ne viennent ternir l'objectif final. Mais on aurait besoin d'une sorte de collectif d'efforts pour pouvoir mettre en place une logique de transmission, de circulation de ce qui se produit, de ce qui s'est produit et continue de se produire et se produira encore dans des sociétés qui sont, à mon avis, à jamais transformées. Échec ou réussite, là n'est pas la question. Transformation et reconfiguration avec de nouveaux modes de pensée et de nouveaux modes d'action en rapport avec ce qu'est la société aujourd'hui, c'est ça qui, à mon avis, importe vraiment et qu'on devrait pouvoir quand même, avec tout ce qu'on a comme ressources, proposer à nos étudiants, aux étudiants en France, pour qu'on puisse en fait redéfinir un peu, reshape, reconfigurer l'image que l'on se fait d'un monde arabe, de monde arabe au pluriel encore une fois, rester trop longtemps dans cette logique de stagnation. Je me rappelle encore la première année où j'ai enseigné la matière pensée politique arabe moderne. C'était au deuxième semestre de l'année 2010-2011, donc entre janvier et mai 2010.
il ne s'était encore rien passé dans le monde arabe. La conclusion de ce cours a été assez frappante, c'est qu'en gros, voilà, une production qui a pas nécessairement existé depuis l'existence de la langue arabe ou de la communauté arabe, pas nécessairement. D'ailleurs, la logique même, la notion même de ilm siyasa, science politique, dans le monde arabe, en langue arabe, la date de sa naissance, on n'est pas tous d'accord. On n'est pas d'accord sur l'écrit qui représente cette naissance. Toujours est-il que quand on a terminé ce cours, je me rappellerai toujours, cet étudiant marocain qui s'est levé et qui a dit « Mais donc en gros, à quoi ça sert cette pensée ? Si dans nos sociétés aujourd'hui, il ne se passe rien. » Donc oui, vous avez prouvé, vous avez démontré qu'on a réfléchi, qu'on a produit, et on a essayé tant bien que mal de présenter cette pensée d'ailleurs, puisque, autre problématique de traduction dont je voulais aussi parler aujourd'hui, c'est très difficile, un cours de pensée politique arabe moderne à enseigner en français et en anglais, sachant que les écrits sont produits, alhamdulillah, en langue arabe chez nous, donc c'est super, c'est très très bien. Et pour présenter le contenu et les logiques sous-jacentes à ces écrits, il manque encore un grand travail à faire de traduction de ces écrits, de différentes périodes. Tout récemment, j'ai reçu, et j'étais ravie, je ne dirais pas que je fais la promotion, mais j'ai été ravie de voir enfin une traduction d'écrits politiques arabes du Maghreb au Mashrek, édité par Leila Sera et Jihan. Je ne la connais pas, Sfeir, n'est-ce pas? Jihan Sfeir. J'ai reçu cette première édition avec grand plaisir parce que ça nous manque vraiment, dans le contexte de l'enseignement supérieur, de faire connaître une pensée. D'ailleurs, il faudrait faire la même chose sur le 19e et sur la période post-révolution, encore en tout cas post-2011. C'est très important puisque ça fait partie de cette première logique dont je parlais, les idées, les concepts, les conceptualisations qu'on a toujours plaquées de l'extérieur sur des sociétés qui avaient leur propre manière de se présenter, mais qu'on n'a pas nécessairement entendues. Eh bien, il faut présenter dans les langues que peuvent comprendre ces étudiants, en français et en anglais s'il le faut. Donc ce travail de traduction est encore nécessaire. Il commence, il est à peine, à mes yeux, à peine entamé. Il y a un gros travail. Et deuxième point, sur le terrain, tous ces chercheurs, quels qu'ils soient étrangers présents sur le terrain arabe parce qu'ils veulent comprendre, parce qu'ils veulent voir par eux-mêmes, se retrouvent un peu quand même, malgré eux, traducteurs. Je ne vois pas comment on peut faire le travail de sociologue aujourd'hui sur des terrains aussi denses et complexes que ces terrains arabes, sans être quelque part un peu traducteur, et pas n'importe quel traducteur médiateur, c'est-à-dire dans l'empathie, dans la capacité à se mettre un peu à la place de l'autre et à comprendre le monde comme le comprend l'autre, et ensuite se replacer de son point de vue à soi pour pouvoir exprimer dans la langue que comprendra mon interlocuteur, français, anglais, italien, allemand, quelle que soit la langue, mais en ayant repris, je ne dirais pas en s'étant réapproprié, mais un peu quand même, je fais écho au panel d'hier sur le genre, il faut absolument, c'est pas sans grande prescription, mais il serait judicieux de se mettre à la place de l'autre, puis se remettre de nouveau à sa propre place. Et ce jeu-là des langues cultures pourrait peut-être permettre de redonner leur voix à ceux qui sont sur le terrain et qui font l'action, pour ensuite passer à une pensée qui ne soit pas une pensée ni coloniale, ni colonisatrice, ni plaquante. On le voit au quotidien dans le montage de certains cours où l'enseignant a sa vision des choses, il a sa liste de lecture, ça fait des années qu'il fait cet enseignement de cette manière. Les révolutions arabes sont venues pour un peu remettre en question ces logiques-là. Et la traduction est très certainement centrale dans ce travail de reproposition du savoir, so that knowledge can be used, because otherwise it will remain in drawers. Voilà, ça va rester un peu calé dans des tiroirs, et c'est vraiment dommage. Et un petit peu pour conclure, je dirais que des lieux où l'on pourrait travailler sur ces... parce que je regarde l'heure là, mais je me dis que j'ai peut-être encore 1 minute et demie.
des lieux très concrets où on peut faire ce travail-là. Sont des lieux comme certes l'université française qui est encore très forte dans sa liberté d'expression et dans son ouverture à la diversité, mais aussi tous les lieux connexes, les centres d'études. Le CAREP me semble un lieu totalement propice à ce que les voix se rassemblent, quelle que soit la langue, pour qu'une production au final soit vraiment digne de ce nom et digne de ce qui se passe sur le terrain. Français, anglais, arabe, peu importe, il faudra savoir simplement à la fin dans quelle langue sera proposée la production et qui est le lectorat. Vous avez absolument raison. Quand nous avons monté ce cours avec Tamiras Fakhouri à Sciences Po sur les mouvements sociaux, on l'a appelé comme ça, social movements in the Arab world, on s'est dit on va monter un cours qui prendra la forme d'un laboratoire. Le cours est enseigné en langue anglaise, les étudiants viennent des 4 coins du monde. Quand ils ont soumis des travaux d'une excellente qualité, on a proposé à Salam, on lui a demandé si ce serait possible de publier ces travaux. Bedaya est une revue en langue française. Les étudiants avaient écrit en langue anglaise. Beaucoup d'entre eux sont des Arabes de foi. Ils savent tous un peu parler. Ils ont des niveaux qui vont de A1 à C2. Et au final, on s'est tous mis d'accord autour du fait que la langue ne représentera pas un obstacle à la proposition d'une nouvelle lecture de ce qui se passe sur le terrain. Le rêve, en gros, c'est de construire un cours lab, a course lab, avec des voix très diverses, qui représentent des idées très diverses, qui savent que le terrain est polyforme, qu'il est peut-être essentiellement fait de langue arabe, et qu'il faudra la respecter, cette langue, et respecter ce qu'elle produit. Les réseaux sociaux ont de toute façon complètement transformé la logique de l'uniformité de la langue. Donc, c'est de l'arabe qui s'écrit en caractères latins avec des chiffres et autres. Et il faudra aussi inclure cette logique-là dans ce travail de représentation et de circulation qui fait fi des différences. Savoir qu'on est autre, c'est une chose, et se l'imposer à soi-même, ça ferme des portes. La dernière touche sera celle de Rifat Tortaoui dans l'Or de Paris, quand il se baladait dans cette rue de Marseille, et qu'à un moment, il a senti qu'il y avait trop de monde autour de lui, que c'était devenu beaucoup plus bruyant, qu'il y avait plus de personnes que ce qu'il pensait, qu'il s'est retourné, qu'il a vu qu'il y avait un miroir, et qu'en fait, c'était le reflet des personnes qui se trouvaient dans le café. Et c'est là seulement qu'il s'est rendu compte de son altérité, puisqu'il s'est vu avec sa propre aim azhari et qu'il a vu sa différence. Donc se rendre compte de son altérité à soi aussi fait partie du travail de réflexion sur une nouvelle langue de production de ces mouvements sociaux qui sont des révolutions. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Vaste programme. Oui. Vous avez une grande tâche, surtout si on se dit que les révolutions arabes ont produit énormément. Les révolutions arabes ont produit énormément. Avant, par exemple, d'abord à cause de la censure, puis le manque d'imagination, peut-être, les écrivains en Syrie, je cherchais des romans et des œuvres. Il y avait à peine 6 ou 7 romans qui paraissaient par an, mais depuis les révoltes, depuis la révolte en Syrie, bien sûr, les écrivains sont partis ailleurs et ils ont produit énormément. Ajoutez à cela tout ce que les réseaux sociaux, les vidéos, l'Internet, tout ça, toute la production et la profusion de traductions qu'il y a eu depuis 2011. Donc, je vous souhaite beaucoup de travail et beaucoup de bonheur dans votre entreprise qui est, me semble-t-il, immense pour l'avenir. Voilà, nous arrivons à un thème sur la traduction, un thème pointu, une équipe de travail à Beyrouth avec Nebras Chayed, qui est, comme son prénom l'indique, le flambeau du savoir et de la science, qui va nous présenter le projet de traduction philosophique, un dictionnaire philosophique, un lexique, oui. Et avec un thème spécifique que je lui laisse le soin de développer.
Merci beaucoup, chère Ania, pour ton accueil très chaleureux. Et merci beaucoup à toutes les organisatrices et organisateurs de cette belle rencontre, à nos co-sœurs interprètes. Voilà, on est dans le même bain. Et à vous, chers amis et collègues, pour votre présence aujourd'hui. Durant l'année écoulée, l'Institut français du Proche-Orient au Liban s'est engagé dans un projet de traduction et de recherche autour du vocabulaire européen des philosophies, dictionnaire des intraduisibles. Alors, dans cette intervention, je souhaiterais vous présenter quelques aspects de ce chantier que j'ai co-dirigé avec Guillaume Deveau et auquel 11 collègues philosophes, traductrices et traducteurs ont participé. Alors, le dictionnaire des intraduisibles, dirigé par Barbara Cassin, est un recueil d'articles qui porte sur un nombre considérable de concepts philosophiques, sur l'évolution de leur sens, sur les différentes approches que les penseurs ont élaborées à leur sujet, sur leur ancrage dans telle ou telle culture, ainsi que sur les passages qu'ils ont tracés entre les langues. Ceci dans une perspective qui affirme paradoxalement leur intraduisibilité. Plusieurs entrées de ce dictionnaire avaient déjà fait l'objet d'une traduction vers l'arabe sous la direction de Ali Ben Makhlouf et de Mohamed Jenjar. L'ouvrage a été publié en 2012 aux éditions du Markaz Saqafi al-Arabi. Le titre était Mufradat al-Falsafati al-Europiyya al-Falsafatu Siyasiyya. Quant à notre projet, il s'est donné pour objectif de traduire vers l'arabe des entrées qui relèvent du champ de la philosophie morale, mais tout en œuvrant à la rédaction d'articles suppléments qui sont relatifs aux concepts choisis. La somme sera publiée cette année aux presses de l'IFO sous le titre مستعصيات على الترجمة في الأخلاق ترجمات مختارة من المفردات الفلسفية الأوروبية مع ملاحق مضافة. Mon intervention d'aujourd'hui est en partie issue de l'introduction que j'ai rédigée avec Guillaume pour cet ouvrage. Alors, l'idée fondamentale du dictionnaire consiste à se rapporter aux concepts philosophiques en tant qu'ils sont intraduisibles. Autrement dit, en tant qu'ils forment, comme l'indique Barbara Cassin, des symptômes de différence qui sont relatifs au fonctionnement de la langue et de la pensée d'origine et que l'exercice de la traduction met à vif. Dans cette perspective, il me semble, se rapporter au concept choisi en tant qu'intraduisible, une telle démarche ne détermine pas uniquement une pratique de la traduction, mais engage une philosophie du langage qui œuvre à travers un paradoxe. D'un côté, le préfixe privatif IN au début, un traduisible, évoque une dynamique d'interruption. Il évoque même l'idée d'un barrage. Mais d'autre part, le dictionnaire des intraduisibles a fait déjà plusieurs traductions en plusieurs langues. Par conséquent, parler des intraduisibles ne revient pas à dire qu'il s'agit d'affirmer que la traduction est impossible. Cela signifie plutôt, écrit Barbara Cassin, que leur traduction dans une langue ou dans une autre fait problème. Mais cela signale avant tout, et c'est le cœur du propos, que les intraduisibles sont ce qu'on ne termine jamais de traduire, de retraduire, et ainsi de ne pas traduire. Ce qui incite par conséquent à se rapporter paradoxalement au préfixe privatif IN au début intraduisible, comme à la condition de possibilité même de la traduction, et ainsi comme à la condition de possibilité de la construction des liens qu'on peut qualifier de difficiles entre les langues. Alors, je me permets ici une petite digression qui va me servir plus tard dans mon intervention. Parler des liens difficiles entre les langues, c'est entre autres parler d'un amour complexe. Alors, je ne vais pas, hélas, proposer ici et maintenant un rapport conceptuel entre traduction et amour. Mais en m'interdisant ce rapprochement, je n'arrive pas à m'empêcher d'évoquer le titre d'un roman de Jacques Poulain. J'évoque ici le titre sans me prononcer sur le contenu. La traduction est une histoire d'amour. Alors, il serait tentant de faire de ce titre un énoncé conceptuel, ce qui reviendrait à dire se laisser emporter sérieusement par une dynamique de traduction qui fait appel d'elle-même
à l'intraduisibilité comme condition de l'acte de traduire serait se laisser emporter par une dynamique d'amour, mais tout en assumant les blessures et les ambiguïtés que cet amour engage. Son désir de fidélité et sa trahison inévitable, l'impossibilité qui hante toute possibilité d'un accomplissement, aussi bien que le vaste mélange d'affects que l'amour met en œuvre, la fascination, la jalousie, le sentiment de supériorité, d'infériorité, la culpabilité, la haine même. Et si je me suis permis cette digression, c'est entre autres parce que l'une des entrées sur lesquelles nous avons travaillé porte précisément sur le concept de l'amour, à savoir l'entrée aimée. Je l'évoque comme exemple pour commencer à expliquer comment nous avons procédé. Alors si en grec, on a principalement 3 champs linguistiques pour dire l'amour, Eros, Philia et Agapé, 3 mots qui ont joué un rôle important dans les constructions conceptuelles de l'amour telles qu'on les connaît aujourd'hui, on a en arabe au moins 20 mots pour dire à lui seul l'amour affectif. Alors, j'évoque quelques exemples qui font battre le cœur. Al-Sharaf, ça vient littéralement de ce qui enveloppe le cœur, c'est l'amour comme envoûtement. Al-Wajd, c'est un amour, c'est l'amour en tant qu'extase. Et cet amour dont la racine rappelle l'existence, Al-Wujud, est souvent accompagné de grandes souffrances. Car si d'un côté, il dit l'existence, il dit de l'autre ce qui menace cette existence. La hawa, c'est l'amour en tant que chute. Shawq, c'est l'amour comme manque. Al-Huyam, c'est l'amour qui vous rend fou. Al-Najwa, c'est un amour triste. Al-Sahad, c'est un amour insomniaque qui vous empêche de dormir. Al-Wasb, c'est un amour qui vous rend malade. Al-Istikana, c'est un amour soumis à l'autre. Al-Futoun, c'est un amour fasciné et en même temps qui sème la zizanie. Shabaq, c'est un amour qui a une dimension charnelle bien prononcée, etc., etc., etc. Du coup, en prenant en considération cette diversité sémantique des amours arabes, notre pratique exigeait d'accompagner le travail de la traduction de l'entrée aimée par la rédaction d'articles suppléments afin d'explorer la particularité de certains mots en arabe, leur histoire, leur différence par rapport à tel concept français, grec ou autre. C'est ainsi que nous avons rédigé un premier supplément pour explorer certaines particularités de l'un de ces mots d'amour, le mot al-wajd. Mais quand même, nous avons senti qu'il faut faire un pas supplémentaire afin d'explorer davantage la richesse poétique des noms d'amour en arabe. Nous avons alors invité un poète, Jolan Haji, à participer à un autre chantier. Il a rédigé un texte splendide dans lequel il lit un verset coranique de Surat al-A'raf qui évoque la rencontre entre Dieu et Moïse lorsque Dieu apparaît sans apparaître, autrement dit sans montrer son visage. Dans sa lecture créative, Jolan parvient à laisser concevoir le mot amour comme une dynamique qui donne à réenvisager la place de la manifestation dans le langage. Le mot lui-même en tant que visage de ce qui disparaît, ou de celui ou de celle dont la face est conditionnée par une certaine obscurité. Le mot lui-même, je dirais, comme un petit deuil. Mais avant tout, ce travail sur les articles suppléments exprime notre conception de la traduction elle-même comme engageant un travail de deuil. En effet, lorsque Barbara Cassin conçoit le projet des intraduisibles, elle évoque ce qu'elle appelle une pathologie de la traduction que le concept des intraduisibles cherche à surmonter. Il s'agit de la pathologie de l'universel, dit-elle, dont le signe est l'attachement désespéré à l'illusion de l'équivalence, à savoir qu'on peut dire exactement la même chose, toujours universellement dans toutes les langues. Mais ce désespoir qu'elle évoque, n'est-ce pas en fin du compte la mélancolie? La mélancolie n'est-elle pas justement ce dont souffrent parfois les traductrices et les traducteurs en philosophie? Il le semble, du moins dans le sens que Freud donne à la mélancolie, à savoir l'incapacité à se dépendre de l'objet perdu du désir, ici à se dépendre de la langue originale. Le traducteur et la traductrice seraient alors malades d'être fidèles.
Et cet enfermement dans l'image perdue du texte source imprègne leur travail. Des traductions philosophiques sont parfois des textes mélancoliques. Et cette mélancolie résulte de l'incapacité à faire le deuil du concept de départ, du texte original, voire même sans doute de la langue elle-même. D'ailleurs, c'est dans ce sens que Paul Ricoeur avait fait un rapprochement entre deuil et traduction. Un deuil qui consiste, ce sont les mots de Ricoeur, à renoncer à l'idéal de la traduction parfaite, et ce renoncement seul, ajoute-t-il, permet de vivre comme une déficience acceptée, l'impossibilité de servir de maître l'auteur et le lecteur. Le refus du deuil se nourrit au fantasme de l'équivalence, à savoir que le texte d'arrivée devrait constituer la somme des équivalents du texte de départ. Ainsi, le texte de départ n'aurait pas disparu, il serait encore là, du moins sous la forme d'un substitut. Mais cette quête désespérée de l'équivalence n'a d'effet que de renforcer la mélancolie. Car la singularité de chaque langue et son évolution historique jouent des tours aux traducteurs et aux traductrices, même là où les choses semblent claires, ce qui rend impossible une réalisation satisfaisante de la production des équivalences. Prenons un exemple qui a l'air simple au premier coup d'œil, autre que l'entrée aimée, un exemple que nous avons repéré en travaillant sur l'entrée sujet. Le terme grec hypokiménon est le point de départ de la réflexion sur la substance en philosophie. L'arabe de la falsafa l'a rendu par le mot mawdoua, donc à la fois support des changements au niveau physique et ce dont les prédicats sont dits au niveau logique. Mais pendant ce temps-là, le latin rendait ce mot par le mot subjectum, qu'on pourrait aujourd'hui, dans notre français moderne, traduire par objet aussi. Mais quand il s'agit plus tard d'approcher la substance en tant que pensante de quelque chose, donc le sujet français qui vient du latin subjectum, on est venu à désigner la conscience d'un moi, celui qui pense par opposition à objet, à l'objectum. Mais de son côté, l'arabe, quand il a découvert la psychologie moderne, portant non plus sur l'âme de la pensée médiévale, mais sur le moi-sujet, il a appelé ce dernier Adhat. Du coup, lorsqu'il s'agit désormais de traduire en arabe la distinction sujet-objet, on la rend spontanément par Dhat et Mawdoua. Donc, le mot grec hypokiménon est devenu en français sujet, un mot qui évoque à la fois la substance et la conscience, alors qu'en arabe, on l'a rendu par Mawdoua. Ensuite, pour la substance pensante, on a utilisé le mot Dhat en opposition à Mawdoua. Ainsi, Mawdoua, le mot désignant en arabe la même idée grecque rendue par le mot sujet en français, on est venu à désigner l'idée opposée à ce sujet, c'est-à-dire objet. Maintenant, si on va traduire le mot sujet, on va être embêté. Il devient très difficile de se contenter de dire Dhat, car le mot Dhat en français évoque à la fois l'idée de la subjectivité, donc la substance, l'idée de la subjectivité, donc la conscience, tout en évoquant également l'idée de la suggestion, qui est la dépendance ou l'assujettissement, la dimension politique du sujet. En revanche, le mot arabe Dhat ne dit pas ces trois dimensions. Donc, travailler sur l'entrée sujet exige une approche historique de l'évolution de la pensée. Et celle-ci montre l'aspect problématique de la recherche des équivalences. Mais même quand il existe une équivalence au départ entre les termes, que par exemple le grec est l'origine commune non seulement au niveau conceptuel, mais également phonétique, l'histoire continue à jouer des tours aux traductrices et aux traducteurs. Cela, on peut l'illustrer par un mot qu'on a utilisé hier, le mot gender. En effet, le grec semblerait offrir, avec le mot génos, d'une part le terme arabe jins, qui permet d'exprimer la classe, que ce soit pour le groupe humain ou pour toute autre catégorie englobant une multiplicité, et d'autre part le terme latin genus, puis le français genre et l'anglais gender. Alors, ce dernier terme anglais ne posait pas vraiment, me semble-t-il, le problème de traduction jusqu'à ce que se développent en langue anglaise les gender studies,
qui exige une distinction entre sexe et genre, gender. Or, en arabe, le mot « jins », en désignant la différence du masculin et du féminin, on était venu à désigner aussi l'organe qui pourrait marquer cette différence, l'organe sexuel, et même les pratiques qui lui sont liées. Donc, al-jins, qui désignait entre autres le gender au sens de nawa, on est venu à désigner aussi le sexe avec l'évolution des langues. Donc, le concept porté par le grec génos, évolua en anglais d'une telle manière qu'il s'opposait à sexe, alors qu'en arabe, il vient à signifier sexe. Deux termes équivalents sont donc devenus opposés. Donc, il nous a donc fallu suivre le développement de ces concepts et les tournants qu'ils ont subis, en renonçant à trouver des équivalents exacts. Par rapport à l'entrée gender, par exemple, Sarah Suleiman a écrit un article supplément pour discuter les différentes tentatives de traduire ce mot en arabe par-delà l'enfermement dans les équivalences. Et c'est précisément au moment où la réalité l'emporte, c'est-à-dire le fait que la perte s'impose, la traductrice et le traducteur peuvent faire le deuil du texte perdu. Et ce deuil permet que la vie continue de façon inattendue. Elle transforme le traducteur et la traductrice en procréateur et procréatrice. Comme le dit Walter Benjamin, notamment le Benjamin derridéen, traduire, c'est donner au texte de survivre, mais à la fois au sens où le mot continue à vivre dans une autre langue, mais au sens aussi où il reçoit une nouvelle vie, une survie, qui s'épanouira pour elle-même. Et je crois que ce deuil envers le texte original trouverait une certaine réalisation paisible quand c'est aux sources de la langue d'arrivée que l'idée est réinventée. Et ce dernier terme vient de Barbara Cassin. Comme j'ai commencé avec le mot amour, j'aimerais terminer avec lui en évoquant un exemple du Xe siècle, Abul Hassan al-Daylami. Alors, Daylami, il repense le mythe d'Aristophane. Vous connaissez le mythe. Au tout début, nous étions tous et toutes des êtres unis, et c'est par une punition divine qu'on s'est séparés l'un de l'autre, et du coup, on vit sous l'emprise du manque. L'amour lui-même se définit ici comme manque. Alors, par un coup de génie, Al-Daylami va pervertir l'étymologie. Il va dépendre le mot shawq, donc l'amour comme manque, d'un verbe qui sonne phonétiquement de la même manière, mais qui vient d'une autre racine, le verbe shaqqa, ça veut dire couper. Summiya shawqu shawqan li hanini shiqqi ila shiqqihi. C'est génial. Ainsi, il peut penser le manque comme une séparation ontologique. Il réinvente le mythe d'Aristophane étymologiquement en arabe et lui donne une survie. Donc, on tend à réinventer l'idée en arabe, mais du même coup, on cherche aussi à féconder la manifestation des distinctions propres à la langue d'arrivée. Et je termine avec cette idée. Parler de l'amour, c'est parler entre autres d'autrui. Le concept français autrui, on peut le traduire entre autres par le mot ghayr, mais aussi par le mot akhar. Alors, cette différence de choix, si on l'investit, produit une divergence conceptuelle qui conduit la réflexion sur le concept d'autrui dans deux directions différentes. Par la négation de ce qui est moi, parce que le mot akhar sert aussi à la négation, ou par la duplication de soi avec le mot ghayr et avec le mot akhar, la duplication de soi avec le mot akhar. Alors, si on décide maintenant de considérer ces deux termes comme formant un couple conceptuel, et c'est une décision qu'on peut prendre ou ne pas prendre, la traduction permettrait alors de formuler une différence philosophique entre les philosophies de l'alter ego, ça veut dire l'autre en tant qu'un autre moi, comme par exemple chez Edmond Husserl, ou les philosophies de l'autre absolument autre, comme chez Emmanuel Levinas. Il y a donc un destin arabe promoteur pour recevoir les philosophies françaises et allemandes de l'altérité, afin de féconder le concept d'un moi qui n'est pas moi, à travers la traduction. En commençant mon intervention, j'ai évoqué à travers une digression un rapprochement possible entre traduction et amour. Maintenant, je peux finir en disant que l'amour dans la traduction, comme le souligne cette fois-ci Jacques Derrida, est un amour porteur de ce qu'il appelle une promesse d'engendrer un enfant
dont la croissance donnera lieu à histoire et croissance. Je le cite. Benjamin le dit. Dans la croissance, l'original grandit, il croit plutôt qu'il ne se reproduit. Et j'ajouterai comme un enfant, le sien sans doute, mais avec la force de parler tout seul, qui fait de l'enfant autre chose qu'un produit assujetti à la loi de la reproduction. Cette promesse fait signe vers un royaume à la fois promis et interdit, où les langues se réconcilieront et s'accompliront. C'est grâce à l'indépendance de cet enfant et aux promesses dont il est porteur que le deuil de la traduction peut commencer. Merci pour votre écoute. Nibras, tu nous as donné l'envie de lire votre dictionnaire. J'espère que vous serez J'espère pas que nous aurons déçus, l'occasion de le lire un jour. Ben, normalement, Bientôt. cette année, j'espère. Cette année? J'espère. Ah oui. Bon, alors on attend. C'était une très intéressante séance sur la traduction. Maintenant, nous sommes à un tournant où il y a un mur entre la civilisation arabe islamique et la civilisation occidentale chrétienne. Et le rôle de la traduction est primordial pour simplifier les choses, pour faire connaître l'autre. Et rien de mieux que la traduction des sciences humaines pour connaître l'autre et pour se faire connaître de l'autre. Voilà, donc nous avons 2 minutes. Oui, alors pour la parole, nous avons 10 minutes, un grand maximum. Donc si vous voulez, parce qu'il y a une séance tout de suite, une autre séance tout de suite après, donc s'il vous plaît, que les questions soient très courtes. Merci. C'est très court. Juste, je complète la liste qui a été évoquée par Richard Giacomo en ajoutant l'unité Turjuman de Carep, qui a publié quand même 100 livres depuis sa création en sciences sociales et humaines. Il y a monsieur là. Merci beaucoup pour ces séances formidables. Voilà. Pour vous, Richard, en fait, c'est pas compatible de traduire Badu en Arabie Saoudite parce que c'est Badu contre la démocratie libérale et ça arrange beaucoup là-bas. Ça, voilà. Ça. Nibras, moi je travaille, j'ai des textes sur sociologie de l'amour, en fait, voilà, je veux dire, on a toute tendance maintenant sociologique de dire, en sociologie, on met l'accent sur la misère, etc. Donc l'amour, c'est aussi part de l'activité de l'être humain, etc., dans leur vie quotidienne. Et j'avais énormément de problèmes de traduire Agabé. Et sociologiquement, je veux dire, c'est pas comme théologie, conception théologique. Et en fait, j'ai fini par faire paraphrase. Je veux dire, c'est vraiment très difficile. C'est ça, j'aimerais bien avoir ton commentaire par ça, c'est-à-dire on est obligé par paraphrase 2-3 mots pour traduire un concept quelquefois. Je veux dire, même si on a une richesse de 10 mots en arabe pour l'amour. Bonjour. Nibras, tu veux voir? Bonjour. Je suis là, au fond. Voilà. Ah, c'est ouais. Alain, le réalisateur. Oui. Voilà, bonjour. Alain Hamsi. Donc, je suis réalisateur et journaliste depuis 27 ans, franco-syrien à Paris. Merci à Nibras Chahid pour cette intervention qui résume vraiment le contraste
entre la richesse du passé et la pauvreté du présent, au niveau de la langue, de l'enrichissement de la langue arabe au fil du temps. La question que je me posais souvent, parce que moi j'ai travaillé en tant que journaliste à France 24 pendant environ 8 ans, on faisait beaucoup de sujets, mais on faisait beaucoup d'adaptations, de reportages du français vers l'arabe. Et très souvent, on se retrouvait confronté aux difficultés de traduire des termes qui n'existent pas, qui n'ont pas été encore inventés dans le monde arabe, alors que ces termes-là existent en français depuis 20 ans. La question, c'est comment enrichir la langue arabe. On a 27 pays, 22 pays arabes, je ne sais plus combien on en est. Contrairement à ce qui existe en France, ou par rapport à la langue française, il y a l'Académie française, mais la coordination, l'enrichissement des dictionnaires de langue arabe, c'est quasiment inexistant. On est à une étape où on cherche souvent, pour donner un exemple vraiment anecdotique, pour traduire muffin, crêpe, gâteau, tarte, j'utilise kaka en arabe. Je ne sais pas si ça vraiment c'est très représentatif, mais ça c'est un exemple. Je ne parle pas évidemment de tous les termes qui existent, que ce soit en technologie, en sociologie, qui ne se retrouvent pas en langue arabe. Alors comment faire pour enrichir en fait la langue arabe à ce sujet? Voilà. Si je peux poser une deuxième question, truc courte concernant en fait la lecture, vous avez parlé par rapport à donc c'est Madame Samara. Par rapport au manque en fait d'ouvrages, le fait que le peuple arabe ne lit pas. Je pense, moi j'ai vécu en Syrie jusqu'à l'âge de 20 ans. En 1995, à l'époque où je suis parti donc de Damas, capitale de la Syrie, il existait deux bibliothèques en Syrie. Donc une dont l'accès, il faut avoir un piston pour y accéder, c'est la Bibliothèque nationale. Et très majoritairement, il n'y avait pas de livres, ou bien l'accès était impossible. La deuxième bibliothèque, c'est le centre culturel arabe, qui en fait, à l'époque, c'était plus petit que n'importe quelle petite bibliothèque municipale dans un arrondissement à Paris. Enfin, en comparaison, à Paris, il existe environ 5 à 7 bibliothèques par arrondissement. À Damas, actuellement, il y a toujours ces deux bibliothèques. Je ne sais pas si elles sont ouvertes ou pas, mais depuis, je n'ai pas la connaissance d'avoir d'autres bibliothèques publiques. À cela s'ajoute la situation avec la guerre et la disparition des maisons d'édition et des librairies. Voilà. Donc comment combler ce manque? Est-ce qu'on peut mettre un fonds en ligne? Je ne sais pas comment on peut faire. Merci. Ma question s'adresse à la Miss Azab. J'aimerais bien comprendre comment on peut utiliser le monde arabe au pluriel, les mondes arabes. Qu'est-ce qui fonde la légitimité de ce pluriel singulier? Bon, juste encore deux questions, le monsieur là et monsieur Laurent. Non, derrière. Je me permets, parce que sinon on n'entendra que des messieurs. Merci à toutes et tous pour vos interventions. Moi, j'aurais aimé vous entendre par rapport à la question de la diglossie ou voire de la pluriglossie en monde arabe, parce qu'on a parlé de la question du lectorat, on a parlé de cette intervention de votre étudiant, Madame Azab, qui dit à quoi sert cette pensée si ça bouge pas, et je me demande dans quelle mesure le fait que tout soit rédigé en arabe standard peut jouer un rôle. Merci. Et Monsieur Laurence? Et puis, c'est fini pour pouvoir répondre. Là, en vous écoutant, je pensais à la nouvelle de Borges, Le songe d'Averroès, où Averroès s'interroge sur le texte qu'il ne comprend pas. Qu'est-ce que veut dire comédie? Qu'est-ce que veut dire tragédie? Et en face de lui, successivement, il y a une comédie et une tragédie qui passent, et lui ne comprend toujours pas, ou fait plus exactement une autre traduction qui est mauvaise du terme. Mais ça renvoie à un problème fondamental dans la culture arabe, c'est l'absence de culture philologique. La traduction médiévale a fait que les pensées arabes s'est appuyées sur des traductions sans revenir aux originaux. Tandis que, à partir de la Renaissance ou de l'humanisme européen, toute la culture européenne s'est toujours construite sur un retour à l'original grec
ou latin, jusqu'à Heidegger, etc. La pensée européenne est une pensée fondamentalement philologique. L'exemple que vous avez donné, c'était exactement de la philologie. On voit tout le retard dans le monde arabe sur les éditions de textes anciens. Alors que nous avons 4 siècles d'éditions de textes anciens en Europe. Enfin bon, c'est des remarques, c'est tout. Voilà, donc on va prendre le temps de répondre peut-être à quelques points avant de terminer. Je commence ? Oui. Merci beaucoup pour les questions. Alors, j'avoue, moi, je ne suis pas traducteur de formation, je suis intrus dans ce monde. Ah oui, il faut le... Oui, merci. Alors, j'étais en train de dire que voilà, je ne suis pas spécialiste de la traduction, j'essaie de m'aventurer un peu là-dessus, je suis intrus. Et peut-être ce qui est a une place un peu particulière dans ce... Mais je crois qu'à travers les intrus qui viennent d'un monde ailleurs, peut-être ça pose des questions, des problématiques, à travers cette intrusion. Donc du coup, j'ai aucune prétention à pouvoir vraiment répondre à ces questions, mais comme ça, des petites réflexions qui me viennent à la tête. Le mot agapé, comme tu dis, Sari, c'est complexe. Alors, je ne sais pas comment le traduire, surtout parce que si on suit le développement de ce concept en grec n'avait pas vraiment une grande place avant le christianisme. C'est avec le christianisme que ça a pris une valeur importante. Et puis, en latin, ça donne caritas, etc. Tu as tout l'œuvre de la charité. Et du coup, je ne sais pas, moi, personnellement, j'utilise le mahabba et non pas le hub. Mais peut-être, certainement, il y a d'autres mots selon le contexte, il me semble. Après, comment enrichir la langue arabe ? J'avoue, je ne sais pas. Je pourrais. Voilà, il y a des gens qui vont répondre. C'est surtout la langue arabe est très malléable. La langue arabe est très malléable parce qu'il y a une racine et à partir de cette racine, on peut créer un très grand nombre de cas ou de mots. Les linguistes peuvent proposer des termes et des nouveaux termes, mais c'est les traducteurs qui les introduisent dans leur traduction et c'est les gens qui peuvent ou les accepter ou les refuser. Par exemple, le mot mésia, par exemple, la radio, a été accepté par les gens qui l'utilisent. Tandis que par exemple, le mot sandwich, n'a jamais été accepté par les gens et n'a jamais été utilisé. Donc, les linguistes peuvent créer et construire des termes, les traducteurs peuvent aussi créer, mais c'est les gens qui décident de l'usage ou du non-usage d'un nouveau terme. Je ne sais pas si ça répond à votre... Oui, mais ça vient. Si je peux me permettre, moi je crois que la langue, elle évolue très vite. Et que sur un terrain comme celui qu'on a aujourd'hui dans ces fameux mondes arabes, et je vous assure, monsieur, le pluriel, moi je l'ai repris par respect pour la thématique, mais avec grand plaisir, je vois les possibilités. Je trouve ce titre vraiment phénoménal parce qu'il nous permet d'imaginer plein de possibilités de ce que peuvent être ces mondes arabes au pluriel. Mais juste pour revenir au sujet de votre question... Oui, j'aimerais bien, oui. Pardon ? Oui. Ah oui, bien sûr. Non, mais vas-y, on continue. Pardon. Je prendrai 2 minutes après moi aussi. Bien sûr. Et juste pour dire que voilà, cette richesse, elle est présente, mais elle est peut-être pas représentée. Elle est peut-être pas clairement, je dirais pas codifiée, mais mise en avant par des processus reconnus et qui permettraient en fait de la rendre plus accessible. Je parlais tout à l'heure des réseaux sociaux et comment ils ont transformé la langue arabe, mais aussi les registres de la langue arabe. Vous parliez de diglossie, madame. Et on voit bien qu'à un moment, que ce soit dialecte ou arabe littéral, à un moment, on s'est rendu compte qu'il fallait simplement s'exprimer et que c'était aussi une source de richesse. À nous de voir un peu comment on va l'aider à transmettre nos idées aussi.
Je ne suis pas certaine qu'on soit dans une logique de suivre, de traduire en vue de suivre, mais plutôt de traduire en vue de se réinventer, recréer. Je reprends le terme que Nebras a très justement utilisé dans sa présentation. Toute traduction et recréation de toute façon. Et donc l'idée est d'essayer de voir comment on peut la mettre en avant et respecter la logique à partir de laquelle elle avance. La notion de philologie que vous citiez, Oustaz Laurence, on a très longtemps travaillé dessus avec feu mon père, Mahmoud Azab, dans le cadre d'une retraduction de la sourate Nisa, projet commencé en 2014 et jamais terminé encore, mais où justement on se posait énormément de questions sur la philologie possible sur certains termes. Al-Qawam, typiquement, enfin, on pourrait en prendre plusieurs et réfléchir dessus, mais je ne vais pas m'étaler dessus, je laisse l'Oustaz Jacquemont. Merci. Merci Salam pour le petit complément. J'ai oublié plein de choses, donc, mais c'est important de signaler qu'effectivement le rôle de toute une série d'institutions, dont le Centre d'études politiques de Doha, dans la traduction, mais ça va avec ce mouvement. Et ce que fait l'IFPO, la même chose. Et puis donc ce que le projet que présentait Nebras magnifiquement, en fait, comme il le disait, c'était la suite de quelque chose initié en 2012 à la fondation Abdelaziz Al Saoud à Casablanca par l'équipe autour de Mohamed Skhir Janjar. Donc on voit que sur les ouvrages de fond en particulier, c'est ça qui est intéressant, c'est ces projets, ces grands projets, ils mettent l'accent sur les ouvrages de fond et ils font un travail de fond, excusez les répétitions. Mais, et pour casser encore un peu les idées reçues, monsieur au fond, sur vos interventions, moi, je suis très énervé par ces choses qu'on répète ad libitum sur ces Arabes qui ne lisent pas, sur l'absence de bibliothèque, etc. Ce que montre la richesse des mouvements de traduction actuels, c'est qu'il se publie de plus en plus de livres. Mais après, c'est avec des choses équivalentes à ce qui se passe chez nous. Qu'est-ce qui se passe dans l'édition française actuellement? Il se publie de plus en plus de livres et avec des tirages de plus en plus faible. Bon, il se passe la même chose dans le monde arabe. C'est vachement original. Encore une fois, l'exceptionnalisme arabe n'existe pas. Et qu'est-ce que font les traducteurs? Ils passent leur temps à inventer de nouveaux mots en arabe comme en français. Ils sont dans une situation tout à fait équivalente. Et comme l'a magnifiquement expliqué Nebras, nous font, puisque nous sommes aussi des traducteurs, en permanence ce travail de deuil et de recréation. Merci. Merci. Merci à vous tous. Le thème de la traduction est toujours passionnant pour les auditeurs et pour les fabricants de traduction. Donc peut-être nous aurons d'autres rencontres autour de ce thème central dans la culture, dans la civilisation et dans la langue pour les échanges entre les peuples. Merci. Merci à vous.